Alors que les ombres de l'Orient avançaient et que la croix tremblait face au croissant, le monde assistait, dans un silence effrayé, au dernier souffle d'une civilisation millénaire. Constantinople, le joyau de l'Empire byzantin, s'apprêtait à affronter son destin ultime. De l'autre côté des remparts, un jeune sultan, obsédé par la conquête, préparait le siège qui changerait le cours de l'histoire pour toujours. Le temps de la Rome d'Orient s'épuisait. Le vent soufflait froidement sur les murailles de Théodose, emportant avec lui l'odeur de l'humidité et de la tension. Depuis le haut des remparts, les sentinelles byzantines pouvaient apercevoir au loin les flammes des feux ennemis grandir comme des yeux rouges dans l'obscurité. Le bruit des marteaux turcs résonnait dans les vallées, tandis que des armes de siège étaient assemblées avec une précision diabolique. Constantinople, la cité éternelle, entourée par trois côtés par la mer et protégée par des murailles depuis longtemps imprenables, faisait désormais face à son plus grand défi. L'empereur Constantin XI Paléologue marchait silencieusement dans les couloirs du Grand Palais. Son armure brillait sous les derniers rayons du soleil du soir, mais ses yeux étaient fatigués. L'empire, autrefois vaste et glorieux, se résumait désormais à la ville qu'il gouvernait. Tout autour avait été englouti par la force irrésistible des Ottomans. Mais il ne reculerait pas tant qu'il resterait des hommes prêts à combattre pour leur foi, leur patrie, leur honneur. À l'extérieur, au-delà du château d'or et du mur de terre, Mehmed II, le jeune et impitoyable sultan ottoman, observait la ville depuis le sommet de sa colline. À 21 ans, il était jeune, mais non inexpérimenté. Il avait hérité de l'ambition de ses prédécesseurs, mais avec quelque chose en plus, une intelligence stratégique rare. Entouré de ses généraux, Mehmed étudiait les cartes, analysait chaque tour, chaque porte, chaque faiblesse. Nous allons briser les remparts avec de l'acier, de la poudre et de la volonté, déclara-t-il en pointant vers la porte Saint-Romain, le point le plus vulnérable des défenses byzantines. Son armée était une force colossale, entre 80 000 et 100 000 hommes, contre seulement 7 000 défenseurs byzantins et leurs alliés génois. Mehmed avait fait venir d'énormes canons fondus par un ingénieur hongrois nommé Orban, des armes capables de projeter des boulets de pierre qui fendraient la terre elle-même. Aucune armée de l'époque n'avait affronté une telle destruction. Pendant ce temps, à l'intérieur de la ville, la tension s'épaississait comme une brume. Les églises étaient remplies de fidèles agenouillés, implorant un miracle. Les cloches sonnaient sans relâche, mais la foi commençait à se mêler au désespoir. Dans la taverne près du forum de Constantin, des soldats génois menés par Giovanni Giustiniani bouvaient leur dernier vin avant la tempête. Giustiniani était un guerrier expérimenté, recruté par Constantin XI pour diriger la défense des remparts. Ses yeux noirs fixaient le bois de la table tandis qu'il imaginait mentalement ses stratégies. « Ils viennent avec le feu, mais nous trouverons la force dans chaque pierre de ces murailles, dit-il à ses hommes, qui levèrent leurs verres, à moitié de courage, à moitié de peur. Dans l'hippodrome abandonné, désormais transformé en entrepôt de provisions et en logement pour les civils, les familles se réfugiaient, entourées d'histoires d'horreur venues des environs conquis. Les récits de villages pillés, d'églises incendiées et de prisonniers empalés faisaient pleurer les enfants et taire les vieillards. En mer, la flotte byzantine, petite et épuisée, tentait désespérément de garder le contrôle du château d'or. Une chaîne de fer avait été tendue d'un côté à l'autre de l'entrée du détroit, empêchant la flotte ottomane d'entrer. C'était une défense ingénieuse, mais temporaire. Mehmed, en apprenant cela, sourit. « Itut, s'ils bloquent par le haut, nous passerons par la terre », dit-il au commandant de sa marine. Le plan était audacieux, transporter des navires sur des rouleaux et des rails de bois, contourner le blocus, traverser les collines et les relancer à la mer à l'intérieur du château d'or. Les ingénieurs commencèrent immédiatement et bientôt la terre vibra au son des troncs roulés et des cordes tirées par des centaines de soldats et de bœufs.
Pendant ce temps, les canons d'Orban furent positionnés devant les remparts. Chaque pièce pesait plusieurs tonnes et leur assemblage prit des jours. Mais quand le premier grondement résonna au-dessus de Constantinople, ce fut comme si les cieux s'étaient effondrés. La pierre vola comme une comète et explosa contre les remparts avec une fureur assourdissante. Des éclats de pierre et de poussière montèrent vers les cieux. Le monde ancien avait entendu son premier rugissement de mort. Constantin XI, en réunion avec ses généraux et ses chefs religieux, écoutait les rapports avec un visage impassible. « Ne vous laissez pas tromper par le bruit, dit-il. Ce n'est pas la pierre qui fait tomber un empire, mais le manque de foi. De belles paroles, mais tous savaient que la ville était seule. L'Occident, divisé par ses propres intérêts, ne répondrait pas à temps. Seuls quelques Vénitiens et Génois arrivèrent avec des renforts symboliques. Le pape avait promis de l'aide, mais Rome était loin, très loin. La ville se préparait à la guerre avec les ressources restantes. Les forgerons travaillaient jour et nuit, fabriquant des lances, des boucliers et réparant les remparts. Les femmes cuisinaient pour les soldats, les enfants portaient de l'eau, les moines rédigeaient des chroniques prédisant la fin des temps. De l'autre côté, Mehmed ordonnait la construction de tunnels. Des terrassiers creusaient de façon coordonnée, tentant d'atteindre les fondations des remparts pour les faire exploser avec de la poudre. Mais les Byzantins, vigilants, entendèrent les bruits et contre-attaquaient avec des fouilles et des combats souterrains, un jeu de rase et d'ombre sous le champ de bataille. La nuit, des torches illuminaient les rues de Constantinople, tandis que les corbeaux survolaient les toits en cercle. Le peuple chantait des hymnes, les prêtres aspergeaient de l'eau bénite sur les remparts et les cloches continuaient de sonner comme un cœur qui refusait de mourir. Constantin XI marchait seul le long des remparts. Il regardait le camp turc où 1000 feux brûlaient comme des étoiles de l'enfer. « Ils pensent qu'ils sont venus effacer notre histoire », murmura-t-il en touchant la pierre usée du rempart. « Mais ici, c'est là que naîtront les légendes. » Et ainsi commençait le siège le plus légendaire de l'histoire. Ce n'était pas seulement une guerre entre chrétiens et musulmans, c'était la fin d'une ère et la naissance d'une autre. Le grondement des canons était devenu partie intégrante de la routine. Jour après jour, le sol tremblait sous les coups de pierre, lancés contre les remparts, comme si le temps lui-même martelait les portes du passé. À chaque explosion, des colonnes de poussière montaient comme des avertissements venus des cieux. Mais les remparts tenaient encore, blessés, fissurés, perdant du mortier et de la pierre, mais vivants. Dans les tentes ottomanes, Mehmed II examinait les rapports. Ses ingénieurs signalaient des dégâts dans les sections centrales des remparts, surtout près de la porte Saint-Romain, exactement comme prévu. C'était là qu'il concentrerait ses efforts, testant la persévérance des défenseurs nuit après nuit. Attaquer par vagues, jour et nuit, pas pour conquérir, mais pour épuiser, ordonna-t-il. Je veux qu'ils prient pour du repos avant de prier pour des renforts. Pendant ce temps, à l'intérieur de la ville, Giovanni Giustiniani renforçait les défenses avec une précision militaire. Il avait ordonné la création de barricades internes, d'escaliers de retrait et de couloirs étroits, transformant les ruines en labyrinthes mortels pour tout envahisseur. C'était un homme de fer, dont la présence inspirait les soldats byzantins et génois. Constantin XI avait une profonde confiance en Giustiniani. Ensemble, ils arpentaient dans les tours endommagées, indiquant des fissures, discutant chaque mètre de terrain comme s'il s'agissait du dernier. C'était une alliance entre foi et expérience, entre l'ancien empire et le pragmatisme mercenaire. « Croyez-vous que nous pouvons résister ?» demanda Constantin, les yeux tournés vers la ville au crépuscule. « Ce n'est pas une question de pouvoir, Majesté, » répondit Giustiniani, serrant le poing sur son épée. « C'est une question de temps, et plus nous gagnerons de temps, plus ils en perdront. » Du côté ottoman, les travaux d'ingénierie avançaient avec une génialité effrayante. Les navires transportés par terre commençaient à apparaître sur les pentes. Des rouleaux de bois, lubrifiés avec de la graisse animale, soutenaient les coques lourdes qui glissaient lentement vers le bas de la colline. Une prouesse presque mythique. Et quand un matin les citoyens de Constantinople se réveillèrent et virent des galères turques à l'intérieur du château d'or, derrière les lignes défensives, le choc fut absolu.
C'est impossible, murmura un commandant byzantin. Mais là étaient les navires, comme des fantômes sortis de la brume. Ce coup de maître de Mehmed représentait plus qu'une avancée navale. C'était une rupture psychologique. Désormais, la ville pouvait être attaquée aussi par le nord, où les défenses étaient plus fragiles. La chaîne de fer n'avait plus de sens. Les remparts ne protégeaient plus tous les côtés. Mais la réponse des Byzantins fut féroce. Ils attaquèrent les galères avec des bateaux enflammés et des tirs de scorpions navals. Lors d'un de ces affrontements, un groupe de soldats mené par Lucas Notaras, le mégaduc, grand amiral byzantin, réussit à détruire plusieurs embarcations ennemies dans une contre-attaque audacieuse et désespérée. Pendant ce temps, sous terre, les tunnels creusés par les ingénieurs turcs devenaient de plus en plus dangereux. Les Byzantins, attentifs aux sons venant des entrailles de la terre, contre-attaquaient en creusant leur propre passage. À plusieurs reprises, des embuscades souterraines dégénérèrent en combats chaotiques avec des épées et des torches, où l'air raréfié et les cris étouffés transformaient les couloirs en antichambres de l'enfer. Depuis le haut des remparts, les défenseurs gardaient une surveillance constante. Les flèches étaient remplacées sans relâche et chaque attaque ottomane était repoussée avec ferveur. Huile bouillante, pierre, feu grégeois, tout ce qui pouvait ralentir l'avancée ennemie. Le peuple s'unissait comme un rempart vivant. Des moines portèrent de l'eau et des munitions, des forgerons improvisaient des réparations, des femmes cousaient des drapeaux et des boucliers. La nuit du 20e jour de siège, une tempête balaya le détroit, éteignant les feux et inondant les tranchées. Les canons se turent pendant des heures. Les cris cessèrent. C'était comme si le monde respirait avant le coup final. Depuis le sommet de l'église Sainte-Sophie, un éclair déchira les cieux et illumina la ville d'éclairs argentés. Beaucoup dirent avoir vu un signe, un ange au-dessus du dôme. D'autres, seulement l'ombre du destin qui approchait. Mehmed II, cependant, ne reculait pas. Il passait les nuits à étudier les rapports, prévoyant chaque mouvement de l'ennemi. Ses ordres étaient clairs, miner la résistance, dominer le psychologique. Il commença à lancer des messages écrits par des flèches, promettant pardon à ceux qui se rendraient, et torture à ceux qui résisteraient. « Vous combattez pour un empire qui est déjà mort », disait l'un d'eux, lancé sur la place Auguste-Hayon. « Rendez-vous, et vous vivrez pour raconter l'histoire. » Mais Constantin XI n'avait aucune intention de battre en retraite. En réunion avec ses conseillers, il proclama « Si Constantinople tombe, qu'elle tombe avec honneur. Nous combattrons avec chaque épée, chaque pierre, chaque prière. Et s'il faut mourir, nous mourrons en empereur, pas en esclaves. » La ville, face aux ténèbres, alluma la flamme de la résistance. Le son des canons revint à l'aube suivante, plus intense, plus proche. La porte Saint-Romain tremblait à chaque impact. C'était là que Mehmed misait tout. Et c'était là que la ville jouerait son dernier souffle. La guerre n'était plus seulement une question de territoire. Elle était pour la gloire, la croyance, l'éternité. Et tandis que le soleil se levait sur les coupoles dorées, les ombres de l'ancien empire se dressaient avec fierté. La bataille finale n'avait pas encore commencé. Mais tous sentaient la fin approchait. Alors que le soleil se levait derrière les collines de Thrace, dorant le camp ottoman, Mehmed II se tenait devant ses généraux, avec la fermeté de celui qui porte le poids des siècles sur ses épaules. Il était plus qu'un commandant. Il était l'héritier d'une vision, et cette vision ne s'arrêtait pas aux rives du Bosphore. Elle commençait là. Rome est tombée une fois, mais son ombre est restée. Maintenant, il est temps d'effacer cette ombre pour toujours, dit-il en étendant la main sur la carte de Constantinople. Avec art, poudre et patience, nous prendrons cette relique du passé. Le jeune sultan était obsédé par la stratégie. Il consacrait des heures à l'étude d'Alexandre, d'Hannibal, de Jules César. Et comme tous les grands conquérants, il savait que la guerre était gagnée bien avant le premier cri sur le champ de bataille. Mehmed dominait plus que la force brute. Il était maître de la logistique, de l'ingénierie, de la manipulation psychologique. La pièce centrale de son offensive était l'artillerie. Et pas n'importe quelle artillerie. Les canons d'Orban étaient des monstres métalliques qui rugissaient comme des dragons. Le plus grand d'entre eux, le basilic, pesait plus de 15 tonnes et nécessitait des dizaines de bœufs pour être déplacé.
Il fallait des heures pour le charger. Mais quand il tirait, le monde tremblait. Mehmed ordonna que le basilic soit positionné avec une précision millimétrique devant la porte Saint-Romain. Le travail fut méticuleux. Des ingénieurs, des architectes et des mathématiciens supervisaient chaque détail, calculant les angles, la force du vent, le type de munition. Ils voulaient que chaque tir soit un coup direct au cœur de l'Empire byzantin. Mais il ne suffisait pas d'attaquer frontalement. Mehmed comprenait la guerre comme un théâtre à multiples scènes. Il ordonna la construction de fortifications avancées en zigzag, appelées tranchées mobiles, qui protégeaient ses artilleurs du feu byzantin et permettaient une approche constante. Chaque ligne avancée était un pas de plus vers l'effondrement du mur. Et il y avait plus. Rumeli Hisarı, la forteresse de pierre qu'il avait construite l'année précédente sur les rives du Bosphore, révélait maintenant sa véritable fonction. Là étaient positionnées des batteries d'artillerie et des tours de guet. Tout navire tentant d'entrer ou de sortir de la ville était immédiatement visé. Constantinople était isolée. Rien n'entrait, rien ne sortait. Fermez le siège comme un poing, disait Mehmed à ses amiraux. Qu'ils ressentent le poids du temps et de la faim avant de sentir le poids de nos épées. Pour maintenir ce siège, il fallait plus que des soldats. Il fallait des approvisionnements constants. Mehmed avait préparé des routes temporaires, des réseaux d'approvisionnement et des postes médicaux mobiles. Chaque contingent ottoman recevait des rations, de l'eau, des médicaments et des vivres. Le sultan pensait à tout. Un empire logistique en mouvement, comme on n'en avait jamais vu dans le monde islamique. Mais sa campagne n'était pas faite que d'acier. Mehmed dominait aussi l'art de la démoralisation. Il envoyait des lettres aux marchands italiens, promettant or et immunité s'ils désertaient. Il utilisait des prisonniers chrétiens comme messagers pour semer la panique dans la ville. Il répandait des rumeurs de trahison parmi les commandants byzantins. Il tentait de briser Constantinople de l'intérieur avant de rompre ses remparts. Pendant ce temps, dans les tentes des généraux, les plans étaient tracés avec une minutie mathématique. Carte sur carte, rapport sur rapport, Mehmed exigeait des mises à jour en temps réel de chaque point du siège. Il savait où il manquait des munitions, où le moral baissait, où les ingénieurs avaient besoin de bois ou de fer. Il était omniprésent. Rien n'échappait à son regard discipliné. « Mde n'est pas seulement une bataille », dit-il à son conseiller Zaganos Pacha. « C'est une fondation. Constantinople sera le nouveau centre du monde. Et je serai connu comme Fatih, le conquérant. » Sur le front, le moral ottoman restait élevé grâce aux zèles religieux et à la rhétorique inspirante de Mehmed. Il avait promis des récompenses inimaginables à celui qui entrerait le premier dans la ville. Il distribuait des pièces à ceux qui montraient du courage. Et il faisait exécuter sans hésitation quiconque montrait de la lâcheté. Les chroniqueurs arabes disaient qu'il avait la patience d'un savant et la fureur d'un éclair. Et les deux se manifestaient sur le champ. Parallèlement, Mehmed autorisa l'usage de sapeurs, des ingénieurs spécialisés dans la destruction des structures souterraines. Avec des boucliers et des ciseaux, il descendait dans les tunnels creusés au fil des semaines, cherchant à affaiblir les fondations des tours principales. C'était une guerre souterraine, silencieuse et mortelle. Pendant ce temps, les Byzantins commençaient à ressentir la pression du siège. Les stocks de blé diminuaient, la pénurie d'eau devenait de plus en plus fréquente. Giustiniani faisait tout son possible pour maintenir l'ordre, mais même les civils savaient qu'ils étaient en compte à rebours. Dans l'église Sainte-Sophie, les moines chantaient des psaumes ancestraux. Une atmosphère d'apocalypse planait sur les coupoles de la ville, comme si chaque chant était un adieu. Depuis le sommet de sa tente de campagne, Mehmed observait les minarets du futur. Dans sa poitrine, il n'y avait aucun doute. « Eux gardent des ruines », dit-il en pointant la ville. « Nous construirons des civilisations. » Et à l'aube du 6 mai, quand la lune pleine toucha les remparts comme un présage de sang, Mehmed ordonna une nouvelle série de bombardements. Encore plus intenses, encore plus proches. Le sol trembla, la ville trembla, et le sultan sourit. Le ciel du matin s'ouvrait limpide sur les collines de Thrace, comme si le destin lui-même nettoyait la scène pour le jeune sultan. Mehmed II
debout dans sa tente de commandement, observait Constantinople au loin. Ses yeux noirs brillaient non de fureur, mais de calcul. Devant lui, ce n'était pas seulement une ville, c'était la clé du monde. À 21 ans, Mehmed n'était pas un guerrier ordinaire. Formé en théologie, philosophie, sciences, parlant plusieurs langues et lisant les anciens stratèges comme Alexandre et César, il voyait la guerre comme une science, une équation de force, de temps et d'ingéniosité. Constantinople serait son expérience suprême. Il ne voulait pas seulement conquérir, il voulait surpasser l'histoire. Réuni à ses généraux, il traça les prochaines étapes du siège avec une précision chirurgicale. Les cartes détaillées des remparts, obtenues par des espions et des déserteurs, étaient posées sur la table. Ses doigts glissaient le long des lignes de défense, comme s'il déplaçait des pièces sur un échiquier. La muraille de Théodose est une forteresse, mais aussi une prison, dit-il en fixant ses commandants. Ils sont enfermés avec la gloire du passé. Nous sommes l'avenir. Le cœur de sa stratégie était simple, presser sans relâche et attaquer là où l'esprit ennemi faiblirait avant la pierre. Pour cela, il investissait massivement dans l'artillerie, une nouveauté dévastatrice. Les canons fondus par Orban, en particulier le colossal Büyüktop, étaient de véritables bêtes métalliques. Mesurant plus de 8 mètres de long et capables de lancer des projectiles de 600 kg, ces monstres vomissaient des tonnerres qui semblaient déchirer le temps. À chaque tir, le sol tremblait sur des kilomètres. C'était plus que de la destruction, c'était de la terreur psychologique. À l'intérieur de la ville, le peuple se recroquevillait comme si la terre elle-même était maudite. Mais Mehmed savait que le siège ne pouvait reposer uniquement sur la force brute. Voilà pourquoi son génie se révélait aussi dans la logistique, un système que peu de commandants de l'époque auraient pu imaginer, encore moins exécuter. Il avait ordonné la construction de routes improvisées pour le transport rapide de munitions et de fournitures. Des puits avaient été creusés pour garantir de l'eau fraîche à l'armée. Des boulangeries mobiles produisaient du pain sans interruption. Des forgerons et des ingénieurs travaillaient comme s'ils étaient au cœur d'un empire en paix. L'arrière-terrain ottoman était aussi bien organisé que le front était brutal. Plus au nord, sur le détroit du Bosphore, la nouvelle forteresse Rumeli Hisarü, construite quelques mois avant le siège, se dressait comme un point fermé face aux routes d'aide à la ville. Mehmed avait fait ériger cette structure colossale en un temps record, seulement 4 mois, bloquant ainsi le passage des renforts venus de la mer Noire. C'était un avertissement au monde chrétien. Aucune aide n'entrerait sans sa permission. Le monde verra que l'islam peut aussi construire Rome, avait-il dit à l'ingénieur en chef en posant la pierre fondatrice de la forteresse. Rumeli Hisarü n'était pas seulement une position militaire, c'était un symbole. Le mur de l'empire était désormais encerclé par un autre mur, fait par la volonté d'un nouvel empire en ascension. Pendant ce temps, ces espions opéraient à l'intérieur de Constantinople. Des commandants mercenaires génois, des nobles mécontents et même des religieux désespérés avaient été sondés avec de l'or et des promesses de pardon. Beaucoup résistèrent, certains fléchirent. Mehmed n'avait pas besoin de tous, juste d'une fissure. Un épisode marquant de cette stratégie eut lieu quand un messager ottoman fut capturé à l'intérieur des murs avec de faux documents promettant une révolte génoise dans le secteur sud de la ville. La nouvelle causa la panique parmi les commandants byzantins, les obligeant à déplacer des troupes et à renforcer des remparts qui en réalité n'étaient pas menacés. Un bluff, un piège, du temps perdu. Pendant que la ville se réorganisait dans la confusion, Mehmed intensifiait les attaques nocturnes contre la porte Saint-Romain. Des pièces d'artillerie plus petites tiraient en succession, mesurant la réaction des défenseurs. Des éclaireurs escaladaient les remparts dans des missions suicides pour cartographier chaque nouvel obstacle. Et à la lumière de la lune, des ingénieurs turcs s'approchaient avec des tours de siège déguisés en chariots commerciaux, observant angles, hauteur et distance. À l'aube du 12e jour, Mehmed convoqua ses généraux pour une inspection personnelle du front. Monté sur son cheval noir, il traversa les tranchées sous le sifflement lointain des flèches et le grondement sourd des canons au loin. Ses soldats le vénéraient avec un respect presque religieux.
Le sultan était parmi eux, calme comme un architecte au milieu du chaos. « Cette ville n'est pas une proie », dit-il face aux remparts illuminés par l'aube. « C'est un témoignage, et je veux y inscrire mon nom avec du sang et de la vision. » Pendant ce temps, un nouveau plan commençait à prendre forme, un projet silencieux que Mehmed n'avait confié qu'à 3 de ses ingénieurs les plus fidèles. Un canal artificiel, dissimulé sous des tentes et des échafaudages, serait creusé pour permettre l'avancée d'un nouveau type d'arme. Un bélier renforcé avec une protection en cuir mouillé, invulnérable au feu grégeois. La machine, appelée Shaitan Bachle Kochbacheux ou bélier tête du diable, ne serait utilisée que lorsque le mur montrerait sa plus grande faiblesse. Un atout, un monstre de bois attendant son heure. Mais Mehmed misait aussi sur la guerre psychologique. Chaque nuit, après les bombardements, les Ottomans entonnaient des chants de victoire. Des tambours battaient comme des tonnerres tribaux, et des drapeaux, avec des versets du Coran, flottaient sur chaque tour dressée. C'était un spectacle pour les yeux des Byzantins et un poison pour leur cœur. À l'intérieur de la ville, le peuple commençait à se diviser entre ceux qui voulaient résister jusqu'au bout et ceux qui murmuraient à propos de négociations. Les églises tentaient de maintenir l'unité, mais la pression augmentait. Des rumeurs circulaient, des rêves de visions apocalyptiques circulaient parmi les moines. Et il y avait toujours quelqu'un, la nuit, à genoux dans les rues, affirmant avoir entendu un appel sinistre venant du ciel. Mehmed attendait cela. Il savait qu'il n'avait pas besoin de faire tomber les remparts immédiatement. Il devait d'abord briser le moral. Cette nuit-là, dans sa tente, Mehmed écrivit en arabe, avec la calligraphie d'un poète. « Le mur des hommes est de pierre, le mur des dieux est la peur. Nous conquérons les deux. » Les remparts tenaient encore, mais les sons qui résonnaient dans la ville changeaient chaque nuit. Avant, on entendait des hymnes, des cloches et des prières pleines d'espoir. Maintenant, le silence était plus fréquent et plus éloquent. La foi se mêlait à la peur, et l'empereur Constantin XI le savait. Pourtant, il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Depuis la tour de la porte Saint-Romain, il observait les feux ottomans qui teintaient le ciel d'orange et de rouge. C'était comme si l'enfer campait devant sa ville. De l'autre côté du mur, Mehmed II ne reposait pas. Son esprit bouillonnait de possibilités. Il avait déjà étudié chaque détail des défenses byzantines, les fossés secs, les 3 couches de murs, les tours de guet, les bastions renforcés. Il savait que chaque pierre avait été posée là il y a plus de 1000 ans, avec le poids d'un empire qui refusait de mourir. Mais il voyait le passé comme un fardeau, et il voyait sa mission comme une libération. Son prochain pas fut aussi audacieux que visionnaire. Face au château d'or, Mehmed observait la grande chaîne que les Byzantins avaient tendue sur les eaux, une barrière colossale faite de maillons géants de fer, empêchant l'entrée de sa flotte dans le détroit. Les galères ottomanes ne pouvaient pas franchir cette ligne métallique sans subir des pertes massives, un obstacle presque impossible, pour beaucoup infranchissable. Mais pas pour Mehmed. Une nuit silencieuse, il rassembla ses ingénieurs les plus talentueux. Étaient présents les maîtres des constructions en bois, les chefs des potiers et les cartographes de campagne. Sur une carte de la pente nord de Galata, Mehmed traça un chemin à travers la forêt, un détour par terre. Son idée était simple en théorie, mais absurde en exécution. Transporter les navires par terre, contourner la chaîne pour les relancer à l'intérieur du château d'or, derrière les défenses navales de la ville. « Si la mer ne me sert pas, je ferai obéir la terre », déclara-t-il, et ses généraux restèrent silencieux de longs instants. Sous un dais d'arbres, des ouvriers commencèrent à travailler à la lumière des torches. Des arbres furent abattus, le sol aplané, des rails de bois graissés avec de la graisse de bœuf furent posés comme une route improvisée. Pendant des jours, des chevaux, des bœufs et des centaines d'hommes poussèrent plus de 70 embarcations sur des pentes et des vallées, comme s'ils défiaient les lois mêmes de la nature. À l'aube du 16e jour de siège, les habitants de Constantinople se réveillèrent devant un spectacle impossible. Des navires ottomans apparaissant derrière la chaîne de défense, à l'intérieur du château d'or, comme s'ils avaient poussé de la terre. La panique fut immédiate. C'était comme si l'ennemi avait volé ou traversé les montagnes.
Ni Jules César, ni Alexandre, ni aucun empereur romain n'avait jamais tenté une telle prouesse. Mehmed avait surpassé tous. Avec les nouvelles embarcations positionnées à l'intérieur de l'Anse, les Ottomans commencèrent à attaquer aussi les bastions de la muraille maritime. Des archers, des bombardiers de pont et des ingénieurs se relayaient en permanence, comme s'ils voulaient étouffer la ville de tous les côtés à la fois. Constantinople n'était plus seulement assiégée, elle était maintenant cernée. Les nuits devinrent plus agitées. Le peuple n'avait désormais plus confiance, ni en ses chefs religieux, ni en les murailles sacrées. Des visions d'anges et de démons apparaissaient dans les récits des réfugiés. Des enfants pleuraient sans raison. Certains disaient avoir vu l'archange Michel quitter les cieux de la cathédrale Sainte-Sophie. D'autres juraient avoir entendu les cloches sonner seules, comme pour annoncer la fin. Pendant ce temps, Mehmed écrivait des lettres aux cours européennes, non pas pour demander la paix, mais pour avertir. Il se présentait comme le nouveau César, l'héritier légitime de Rome. Il utilisait des mots comme « inévitable »,« destin » et « rédemption ». Il envoyait des ambassadeurs avec des cadeaux et des menaces voilées. La stratégie était double, montrer à l'Occident que résister serait de la folie et convaincre Constantinople qu'elle était seule. Mais Mehmed ne sous-estimait pas les Byzantins. En silence, il admirait la ténacité de Constantin XI et le génie de ses alliés génois. Le commandant Giovanni Giustiniani en particulier était une épine gênante, un vétéran impitoyable qui avait organisé des défenses efficaces à la porte Saint-Romain et maintenait le moral des troupes élevé avec des discours passionnés. Mehmed le voyait comme une pièce centrale sur l'échiquier, et c'est pourquoi il projetait de l'abattre avec une précision chirurgicale. La nuit du 21e jour, les éclaireurs ottomans découvrirent une vulnérabilité. Une tour partiellement endommagée par l'artillerie présentait des fissures internes. Mehmed décida de ne pas l'attaquer directement. À la place, il ordonna de creuser un tunnel secret jusqu'à sa base. La phase souterraine du siège commençait. Des mineurs turcs travaillaient jour et nuit, creusant avec précision et renforçant les tunnels avec des planches et de la terre humide pour éviter les effondrements. L'idée était de miner la base de la tour et de la remplir de poudre, un coup invisible qui dévasterait l'intérieur sans avertissement. Mais les Byzantins avaient aussi leurs espions, et en découvrant le plan, ils organisèrent une contre-opération. Ils creusèrent des tunnels parallèles et attendirent le son des pics turcs. Quand ils les trouvèrent, ils lancèrent des barils de feu grégeois et bloquèrent l'avancée avec des effondrements stratégiques. Ce fut une bataille sous la terre, invisible, brutale et étouffée, comme si la ville luttait pour ses entrailles. En apprenant la défaite souterraine, Mehmed ne s'emporta pas. Il sourit simplement. Ils se battent encore comme des Romains. Mieux, la gloire sera plus grande. Le lendemain matin, il ordonna d'élever encore plus de tours de siège. Cette fois protégées avec du cuir mouillé et renforcées avec des plaques de fer. Chaque tour, déplacée par des dizaines de bœufs et d'ouvriers, avançait lentement vers la porte Saint-Romain. L'idée n'était pas seulement d'attaquer, c'était d'obliger les Byzantins à réagir à tous les points à la fois, vider leurs forces, rompre leur coordination. En combinant attaques d'artillerie, pression navale et fausses escarmouches, Mehmed transformait le siège en un échiquier d'usure. Il savait, le temps était de son côté. Ce soir-là, assis face au rempart, il écrivit à nouveau « Un empire ne tombe pas de l'extérieur. Il pourrit de l'intérieur et moi, je frappe à la porte. » Le moment de l'offensive finale approchait. Et Mehmed savait que quand il attaquerait vraiment, ce serait avec tout le poids du ciel et de l'enfer sur Constantinople. Le ciel de Constantinople s'éclaircit en rouge. Certains disaient que c'était un présage, d'autres que c'était simplement de la poussière et de la suie des explosions incessantes qui, nuit après nuit, secouaient la muraille de Théodose. Les pierres ancestrales tremblaient, mais ne cédaient pas encore. Au cœur de la ville, la foi luttait contre la peur, et la peur commençait à gagner, mais pas chez tous. Dans le bastion central de la porte Saint-Romain, Giovanni Giustiniani, le commandant génois venu en aide à Constantin XI, marchait parmi les soldats
comme s'il était fait d'acier. Son armure polie, son regard fixe et ses ordres fermes donnaient aux défenseurs un souffle que nul sermon ne pouvait offrir. C'était un homme de guerre, forgé dans des campagnes en Méditerranée, habitué à résister face à des probabilités écrasantes. Pour beaucoup de soldats, il était plus digne de confiance que les saints. Constantin lui avait confié la défense du tronçon, le plus vulnérable des remparts, là où l'artillerie d'Orban causait le plus de dégâts, où les tunnels minaient les fondations et où, certainement, Mehmed Bölzü attaquerait avec le plus de force. Et là, jour après jour, Giustiniani renforçait les parapets avec des sacs de sable, du bois neuf, de la chaux vive et des engins improvisés. À chaque assaut ottoman, la réponse byzantine était féroce et inattendue. Sous sa direction, le mur respirait, comme un vieux lion acculé, mais encore dangereux. Ce matin-là, il ordonna une sortie. Avec de petits groupes de soldats, il ouvrit la porte du postern de Kerkoporta, une sortie latérale presque oubliée dans le tracé du mur, et lança une escarmouche contre les assiégeants. Dans une attaque rapide et brutale, les Byzantins incendièrent une des tours mobiles ottomanes en construction. Le cuir mouillé qui la recouvrait ne suffit pas à contenir les flammes alimentées par de l'huile bouillante. Le feu se propagea, la fumée monta vers les cieux et les cris des ouvriers musulmans résonnèrent comme un avertissement. Ce fut une victoire symbolique, mais puissante. À l'intérieur de la ville, le peuple célébra. Des chants résonnèrent dans les églises. Des enfants coururent avec des banderoles rouges dans les ruelles. Constantin XI observa cela depuis sa fenêtre et ressentit une étincelle d'espoir. Mais il savait, cette étincelle était éphémère, car Mehmed ne reculerait pas. De l'autre côté du champ, le sultan ne pleurait pas la perte. Au contraire, il observait chaque détail de la contre-attaque avec les yeux d'un stratège. Où étaient les points faibles? Où les Byzantins pouvaient-ils sortir? Comment pensait Giustiniani? Il fit des cartes, traça des schémas, ordonna à ses espions d'identifier les habitudes de changement de garde, les horaires d'approvisionnement, la rapidité de réponse des catapultes défensives, et puis, à la fin du 3e mois de siège, il prit une décision risquée. Il ordonna l'utilisation totale des grandes bombes, les tirant sans interruption contre le même point des remparts centraux. Ce n'était plus une question d'affaiblir la ville, c'était une course contre la montre. Pendant des jours, la poudre brûla sans relâche. Les structures métalliques des canons surchauffèrent. Le rugissement des explosions secoua les collines. Les pierres volaient comme des comètes, ouvrant des cratères, fissurant des tours, abattant des hommes et des espoirs. C'était un marteau des dieux, frappant toujours au même endroit. Giustiniani sentait la pression. Ses hommes ne dormaient plus. La chaleur de l'été, l'odeur des cadavres et la tension permanente provoquaient des crises de folie parmi les soldats. 2 d'entre eux se jetèrent des remparts, criant qu'ils étaient dévorés par des anges aveugles. D'autres commencèrent à murmurer des prophéties, parlant de la statue de la Vierge pleurant du sang à Sainte-Sophie. Pourtant, ils résistaient. Pendant une aube tendue, un bruit différent secoua la porte Saint-Romain. Ce n'était pas une explosion, c'était le son du bois qui se brise. Une section du mur extérieur s'était effondrée, et derrière elle régnait le silence. Un vide mortel. Giustiniani organisa un barrage d'urgence. Il fit ériger des barricades internes, avec des portes arrachées d'églises, des bancs de pierre, tout ce qui pouvait contenir l'avancée ennemie. Soldats, prêtres, même des enfants, aidèrent à construire la nouvelle ligne de défense. Une ligne fine, improvisée, mais vivante. Quand Mehmed apprit la brèche, il n'attaqua pas immédiatement. Il préféra attendre. Il savait que les Byzantins allaient se précipiter, s'exposer, essayer de boucher le trou. Et alors, il ordonna un nouveau type d'attaque, la guerre psychologique. Pendant 3 nuits, des tambours battirent sans arrêt. Des feux furent allumés dans tout le camp ottoman. Les tours brillèrent de torches flamboyantes. Des cris de guerre, des chants religieux, même des prières en latin, apprises pour se moquer des chrétiens, résonnèrent dans les airs. Ce fut un théâtre de terreur. À l'intérieur de la ville, la population ne dormait pas. Les yeux étaient rouges, les corps épuisés. Des vieillards mouraient de peur.
Des enfants criaient la nuit, des prêtres exigeaient jeûne, pénitence, miracles. Mais les miracles n'arrivaient pas. Et pourtant, Giustiniani restait debout. À l'aube de la 4e nuit, dans la brume et la fatigue, les éclaireurs de la tour nord coururent vers Constantin XI. Ils virent quelque chose d'étrange. Des mouvements, des signaux avec des drapeaux, des groupes se réunissant. Quelque chose de plus grand se préparait. L'empereur monta sur les créneaux. Il observa attentivement. Mehmed II était debout sur un cheval noir, entouré de généraux. Son armure dorée brillait à la lumière du soleil levant. Et alors, il leva la main. C'était le signal. L'attaque finale approchait. Le premier signe fut le silence. Pendant des semaines, les cieux avaient été secoués par des tonnerres de pierre et de feu. Mais ce matin-là, soudainement, les canons d'Orban cessèrent. Les collines étaient silencieuses. Les échos des explosions se turent, comme si le monde entier retenait son souffle. Et puis vint le son le plus redouté de tous, le bruit de milliers de pas en marche. Giovanni Giustiniani, épuisé et blessé à une épaule par un éclat de pierre, rassembla les capitaines au bastion central. Les éclaireurs confirmèrent. Les troupes d'élite des janissaires se positionnaient devant la porte Saint-Romain. Juste derrière, les sipahis, les cavaliers ottomans armés jusqu'aux dents. Et encore plus loin, les masses de volontaires, de fanatiques et de prisonniers libérés avec la promesse d'un pillage sans limite. Constantin XI rejoignit Giustiniani sur le parapet. L'empereur portait une armure complète, bleu foncé, avec des détails en argent. À ses côtés, le commandant génois serra la poignée de son épée. « Ils viennent », dit l'empereur. « Alors aujourd'hui, nous mourrons debout », répondit Giustiniani. À la première lumière du jour, Mehmed II ordonna le début de l'assaut. D'abord vinrent les bachibazouks, les combattants les moins disciplinés, envoyés comme chair à canon. Courant en criant, armés de lances et de poignards, ils se jetèrent sur les décombres du mur rompu. Ils furent accueillis par des flèches, de l'huile bouillante et des pierres lancées par les catapultes manuelles des défenseurs. Les corps s'empilèrent, mais cela faisait partie du plan. Les cadavres serviraient de pont vivant. Ensuite vinrent les sipahis. Avec de grands boucliers et des formations compactes, ils tentèrent de s'ouvrir un chemin parmi les brèches, mais la défense improvisée de Giustiniani les surprit. Des archers génois tiraient avec une cadence précise, et des unités d'élite avec des lances cachées dans l'ombre surgissaient pour couper les lignes d'avance. La troisième vague fut la plus terrible, les janissaires. Silencieux, implacables, armés de haches, de lourds boucliers et d'arquebuses. Ils avançaient comme un bloc, une muraille humaine prête à tout. Quand ils atteignirent la brèche, ils commencèrent à grimper sur les corps de leurs camarades morts. La ville semblait s'effondrer en prière et en désespoir. Les églises étaient bondées. Sainte-Sophie résonnait de chants apocalyptiques. Des enfants étaient placés sous les autels. Des moines s'automutilaient sur les marches de la basilique. Et sur le champ de bataille, Giustiniani tomba. Un tir d'arquebuse le frappa sur le côté de l'abdomen. Il ne s'effondra pas immédiatement. Il chancela, regarda autour de lui, vit ses hommes combattre avec bravoure parmi les décombres et essaya de continuer. Mais le sang jaillissait violemment. Un capitaine génois courut vers lui et le retint avant qu'il ne tombe. « Retirez-le » cria quelqu'un. Il y eut une hésitation. « Nous ne pouvons pas l'abandonner » hurla un archer. Mais l'ordre vint clairement de ses propres lèvres. « Reculez, sauvez le bastion !» Quand les défenseurs virent Giustiniani emporté, ils comprirent qu'un événement grave s'était produit. La nouvelle se répandit comme un murmure maléfique. Le héros était blessé. Le moral s'effondra. Constantin XI, en apprenant la chute du commandant, prit personnellement le commandement du mur. Il courut le long des créneaux, l'épée à la main, appelant les soldats, invoquant les saints, la ville, la Rome éternelle. Mais les Ottomans sentaient le moment. Un des janissaires atteignit le sommet de la brèche et planta le drapeau vert avec le croissant. Un cri traversa le champ comme une flèche, « Allahu Akbar !» La foule rugit en réponse. Dans le chaos, la muraille intérieure improvisée commença à céder. Un par un, les défenseurs reculaient. Certains se rendaient, d'autres fuyaient vers l'intérieur des ruelles étroites. Constantin criait leur nom, suppliait de résister, mais les lignes se brisaient. À l'intérieur de la ville, les cloches sonnaient comme jamais elles n'avaient sonné.
Les cavaliers ottomans traversaient déjà la première muraille. Certains soldats chrétiens coururent pour fermer la porte de Kerkoporta, encore ouverte, mais ils arrivèrent trop tard. Des envahisseurs entrèrent par les flancs. Constantin comprit qu'il n'y aurait pas de renfort. Il regarda vers le ciel, puis vers les soldats les plus proches. « Suivez-moi », dit-il. Il descendit du mur et entra dans la ville, l'épée dégainée, pour livrer sa dernière résistance. Mehmed II, depuis son poste, observait le chaos. Il n'entrait pas encore. Il attendait. Il voulait la confirmation. Il voulait que le schéma change. Quand il vit le troisième drapeau de sa garde planté sur les décombres de la porte Saint-Romain, il sut, la muraille de Constantinople était tombée, et avec elle, 1000 ans d'empire. Mehmed II monta son cheval et avança vers la brèche de la porte Saint-Romain. L'air était lourd, chargé de l'odeur de fumée, de sang et de sueur. La poussière flottait encore sur les ruines des murailles qui, pendant des siècles, avaient protégé Constantinople. Le sol tremblait sous les sabots des chevaux et le murmure croissant des soldats ottomans résonnait dans les ruelles étroites de la ville ancienne. La foule d'envahisseurs entra comme un tsunami, emportant tout sur son passage. Mais Mehmed n'était pas là pour le simple pillage. Il voulait quelque chose de plus grand, une nouvelle capitale, un symbole de la gloire turque, le cœur battant d'un empire renouvelé. C'est pourquoi il ordonna discipline et contrôle, bien que la brutalité de la bataille ait laissé de nombreux soldats assoiffés de butin. En avançant par le forum de Théodose, le sultan observait les marques de l'histoire, les colonnes corinthiennes brisées, les mosaïques dorées détruites, les coupoles effondrées de l'ancienne Sainte-Sophie qui restait debout, imposante et silencieuse, comme un spectre gardant les secrets de la ville. Mehmed insista pour entrer dans Sainte-Sophie avec un groupe restreint d'officiers. L'atmosphère à l'intérieur de la cathédrale était surréaliste. Le silence, interrompu seulement par l'écho lointain de leurs pas, contrastait avec le chaos des rues extérieures. Les peintures et mosaïques chrétiennes étaient couvertes de tissus, un présage des transformations à venir. En sortant, Mehmed leva les yeux vers le ciel gris et dit « Cette ville sera notre joyau, le phare du monde islamique ». Pendant ce temps, en dehors des palais et temples, le chaos régnait. Certains soldats désobéissaient aux ordres, pillant et incendiant des maisons, tandis que les habitants chrétiens tentaient en vain de se cacher dans les ruelles et églises. Les cris des captifs résonnaient dans la ville, mêlés aux insultes et chants des envahisseurs, mais le sultan ne voulait pas que la ville soit complètement détruite. Il ordonna que les églises soient épargnées et que les habitants qui se rendraient soient protégés, à condition qu'ils jurent fidélité au nouveau gouvernement. Mehmed savait que pour consolider son pouvoir, il avait besoin de plus que de la force. Il avait besoin d'administration, d'un nouveau départ. Dans les semaines suivantes, il lança des réformes administratives et religieuses. Il fit venir des savants, des architectes et des commerçants pour revitaliser Constantinople, la transformant en nouvelle capitale de l'Empire ottoman. Sainte-Sophie fut convertie en mosquée, un symbole de la conquête, mais aussi d'adaptation culturelle. Constantin XI, le dernier empereur, avait disparu pendant la bataille. Son corps ne fut jamais retrouvé et sa mort devint une légende, inspirant des résistances futures. La ville saignait, mais restait vivante, un témoignage du passage du temps et de la force des empires. Pendant que Mehmed II consolidait son contrôle sur Constantinople, tous ses généraux ne partageait pas sa vision d'une transformation soigneuse. L'euphorie de la victoire commençait à céder la place à des tensions internes entre le désir d'une expansion effrénée et la nécessité de gouverner une ville dévastée, mais riche en histoire et en complexité. Les commandants vétérans, forgés dans des batailles sanglantes pour l'Empire ottoman, aspiraient au pillage total. Or, artefacts, esclaves, une récompense pour le prix payé. Beaucoup voyaient la discipline stricte de Mehmed comme une barrière inutile. Une ville conquise est une ville pillée, murmuraient-ils entre eux, planifiant des attaques secrètes contre des églises et palais, ignorant les ordres du sultan. Mehmed, cependant, garda la main ferme. Il savait que la véritable conquête ne résidait pas seulement dans la force des armes, mais dans la pacification de la population et la reconstruction de la ville pour en faire la capitale et le symbole de son empire.
Il ordonna de renforcer les patrouilles, arrêtant ceux qui désobéiraient et garantissant que le pillage soit contenu. Au milieu de ce tourbillon, la population chrétienne, qui n'avait pas totalement abandonné la ville, tentait de survivre sous le nouvel ordre. Des églises furent converties en mosquées. La langue changea lentement dans les places publiques, mais la peur et la méfiance demeuraient. De nombreuses familles cachèrent leurs icônes religieuses et continuèrent des cultes secrets dans des catacombes et sous-sols. Parmi eux, Anna, une jeune noble byzantine, observait la ville qu'elle aimait être déchirée et transformée. Elle avait perdu sa famille pendant les combats et se cachait désormais parmi les décombres, essayant d'organiser une résistance, bien que fragmentée, qui continuait de battre d'un espoir. Pour Anna, Mehmed était à la fois un conquérant et un ennemi qui avait volé son monde. Les nuits à Constantinople étaient remplies de rencontres secrètes où des chefs byzantins et mercenaires discutaient de plans de révolte et d'espionnage. Le sultan, cependant, avait ses propres informateurs au sein de ces groupes, montrant que son intelligence militaire allait bien au-delà des lignes de bataille. Pendant ce temps, à la cour ottomane, des conseillers discutaient des priorités de la reconstruction. Mehmed engagea des architectes pour réparer les murs détruits, des ingénieurs pour restaurer les aqueducs et des commerçants pour réactiver les routes commerciales reliant la Méditerranée à l'Asie. Sa vision était ambitieuse, une ville qui ne survivrait pas seulement, mais qui s'épanouirait comme centre politique, religieux et économique. Pourtant, les fantômes du passé hantaient encore les rues. Rues détruites, corps non enterrés, souvenirs d'un empire qui succombait. La résistance byzantine, bien affaiblie, ne disparaîtrait jamais complètement. Mehmed savait que pour préserver son héritage, il aurait besoin de plus que des murs reconstruits. Il aurait besoin de temps, de stratégie et de diplomatie. Une nuit silencieuse, le sultan marcha dans les couloirs de Sainte-Sophie, désormais transformée en mosquée. Il regarda les mosaïques chrétiennes couvertes, imaginant l'avenir de cette ville divisée entre passé et présent. La bataille était gagnée, mais la guerre pour l'âme de Constantinople ne faisait que commencer. Le soleil levant illuminait les remparts récemment reconstruits de Constantinople, où des drapeaux ottomans flottaient dans le vent avec une vigueur inébranlable. Mehmed II, le jeune sultan qui avait conquis la ville des 1000 ans, sentait sur ses épaules le poids d'un empire sur le point d'être forgé, non seulement par la force des armes, mais par l'astuce et la vision qui marqueraient son règne. Peu après la chute, Mehmed comprit que conquérir la ville n'était qu'une première étape. Gouverner cette métropole, avec ses traditions, religions et peuples divers, exigeait une direction implacable et stratégique. Il n'était pas seulement un guerrier, mais un architecte du destin, prêt à remodeler le monde qui l'entourait. Dans la salle du trône, décorée de tapisseries colorées et de symboles ottomans récemment insérés parmi les anciennes reliques byzantines, Mehmed réunit ses principaux conseillers et officiers militaires. D'une voix ferme, il expliqua que Constantinople ne serait pas seulement la capitale d'un nouvel empire, mais un symbole de puissance et de modernité, un pont entre Orient et Occident. Pendant ce temps, dans une petite chapelle cachée sous les ruines du palais impérial, Anna, la jeune noble byzantine, observait ce qui restait de son passé, son regard fixé sur la vieille carte de la ville. Elle avait survécu, mais la douleur de la défaite brûlait encore dans sa poitrine. Malgré la cruauté qu'elle avait vue, sa détermination à résister grandissait chaque jour. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser Mehmed détruire complètement l'histoire de Constantinople. Mais Mehmed n'était pas un ennemi ordinaire. Il reconnaissait la valeur de la culture et de la diversité. Il ordonna que les religieux chrétiens puissent pratiquer leur foi, à condition qu'elle s'harmonise avec le nouvel ordre. Il fit restaurer des écoles et des bibliothèques, faisant venir des savants et artistes de diverses régions pour transformer la ville en un centre culturel vibrant. La politique de Mehmed était un équilibre délicat entre fermeté et pragmatisme. Sa vision allait au-delà de la simple domination militaire. Il cherchait à intégrer les peuples, à créer une société où différentes croyances et ethnies pourraient coexister sous l'ombre du sultan.
Pour beaucoup, c'était révolutionnaire. Mais tous ne voyaient pas cette nouvelle ère d'un bon œil. Des groupes fanatiques, tant parmi les Ottomans que parmi les Byzantins survivants, conspiraient pour renverser cet ordre naissant. Les tensions internes augmentèrent, et le sultan sut qu'il devrait agir rapidement et précisément pour éviter que sa conquête ne devienne un nouveau champ de bataille. Pendant ce temps, les frontières de l'Empire s'étendaient rapidement. Des généraux envoyés par Mehmed conquirent des territoires en Europe et en Asie, consolidant son pouvoir et augmentant l'influence ottomane. Chaque victoire était célébrée par de grands festivals où la ville de Constantinople brillait comme un joyau au cœur du monde. La nuit tomba sur le Bosphore, illuminée par des feux et des lanternes sur les bateaux ancrés. Mehmed, seul dans son palais, contemplait la mer qui unissait les continents et les peuples. Il pensait au futur qu'il dessinerait, une ère marquée par la gloire, le pouvoir et peut-être des sacrifices inévitables. Alors que l'Empire grandissait, les histoires de bravoure et de trahison, d'espoir et de désespoir s'entrelaçaient dans les rues et les cœurs de Constantinople. Le sultan était déterminé à être reconnu non seulement comme le conquérant, mais comme le créateur d'un nouveau monde. Dans les mois suivant la conquête, Constantinople vécut une période de transformation intense. Les rues détruites commencèrent à être reconstruites, les anciens marchés ressurgirent avec une nouvelle énergie, et la population, bien que marquée par la guerre, trouva de l'espoir au milieu du chaos. Mehmed II, désormais non seulement sultan mais empereur, savait qu'il devait assurer la loyauté de ses nouveaux sujets. Pour cela, il adopta une série de mesures administratives et sociales qui choquèrent les conservateurs, mais consolidèrent son pouvoir. Il instaura le système de milice Devshirm, recrutant des jeunes de diverses origines pour servir dans l'armée d'élite, les janissaires, formés pour être la colonne vertébrale de l'Empire. La religion, auparavant source de conflits, fut soigneusement régulée. Bien que l'islam soit la foi officielle, Mehmed permit la coexistence des autres religions à condition qu'elles respectent l'autorité ottomane. Des églises chrétiennes restèrent ouvertes, des synagogues prospérèrent et des mosquées s'élevèrent comme symbole de la nouvelle ère. Cette politique de tolérance calculée n'était pas seulement morale, mais un outil pour maintenir la paix et l'ordre. Pendant ce temps, la cour impériale bruissait d'intrigues et d'alliances. Des nobles byzantins, comme Anna, comprirent que leur survie dépendait de l'adaptation. Beaucoup devinrent des intermédiaires entre les cultures, utilisant leur influence pour protéger leur famille et préserver les traditions, même si cela signifiait accepter la domination ottomane. La diplomatie de Mehmed s'étendit au-delà des remparts de Constantinople. Il envoya des émissaires aux cours européennes, annonçant la naissance d'une nouvelle puissance. Certains rois et papes réagirent avec horreur, considérant le sultan comme une menace pour le christianisme, tandis que d'autres cherchaient des alliances pragmatiques pour contenir l'expansion ottomane. À l'intérieur des murs, cependant, le sultan faisait face à un défi plus subtil, la reconstruction de l'âme de la ville. Il investit dans des œuvres publiques comme la revitalisation de l'hippodrome, des fontaines, des aqueducs et des palais. Des artistes et architectes furent convoqués de divers coins de l'Empire pour créer une esthétique unissant les traditions byzantines à la vision ottomane. Un après-midi chaud, Mehmed marcha dans le grand bazar, observant l'animation intense. Des marchands, artisans et voyageurs de terres lointaines vendaient leurs produits dans un tourbillon de couleurs, odeurs et sons. Là, la véritable conquête prenait forme. La coexistence, l'échange, la vie pulsant malgré les horreurs récentes. Pourtant, le sultan n'oubliait pas les menaces internes. Des révoltes ponctuelles et des conspirations secrètes furent écrasées d'une main ferme. Son intelligence était rapide, ses punitions impitoyables. Mehmed savait que l'avenir de l'Empire dépendait de sa capacité à maintenir l'ordre sans céder aux pressions ou aux menaces. Dans le silence de ses appartements, l'empereur réfléchissait au chemin parcouru. La jeune Constantinople ottomane n'était que le début de son rêve grandiose. Il voulait que son nom soit gravé à jamais dans l'histoire, non seulement comme conquérant, mais comme créateur d'une nouvelle ère, où culture, religion et peuple pourraient fleurir sous une seule bannière.
Alors que les étoiles commençaient à briller sur le Bosphore, Mehmed fit une promesse silencieuse. Il continuerait à se battre, à gouverner et à rêver jusqu'à ce que l'Empire soit une force indomptable, respectée et crainte dans tout le monde connu. Les mois passaient et Mehmed II consolidait son pouvoir, mais la nouvelle Constantinople restait une ville entourée d'incertitudes. La victoire au combat n'était qu'un début face à une série de défis plus grands, certains visibles, d'autres cachés dans les ombres de l'Empire en expansion. Au sommet de la colline dominant le Bosphore, le sultan observait la mer paisible, réfléchissant à l'équilibre délicat qu'il devait maintenir. Autour de lui, conseillers et généraux discutaient de stratégies pour défendre les frontières nouvellement conquises contre les puissances européennes et les forces internes mécontentes. Pendant ce temps, les anciens défenseurs byzantins, dispersés en Europe, organisaient des efforts de résistance. L'empereur exilé Constantin XI était tombé, mais sa mémoire devenait un symbole de résistance. Des groupes secrets et des alliances instables se formaient dans l'ombre, cherchant soutien à Venise, à Rome et au-delà. Dans ce contexte tendu, Mehmed envoya des messagers à ses alliés et rivaux, démontrant force et volonté de négocier, une danse diplomatique où la parole était une arme aussi tranchante que l'épée. Il savait que l'Empire ne pouvait être défendu uniquement par l'armée. Il avait besoin d'alliances stratégiques pour maintenir la stabilité. Pourtant, à l'intérieur des murs de Constantinople, la cohabitation entre cultures restait difficile. Différentes religions, langues et coutumes créaient des tensions menaçant d'exploser. Le sultan nomma des leaders locaux pour médier les conflits, imposant son autorité avec un équilibre entre répression et concession. Parmi les habitants, la méfiance était palpable. Beaucoup de Byzantins, bien que soumis, gardèrent de profonds ressentiments. Les églises continuaient de fonctionner, mais l'esprit de perte et de nostalgie imprégnait chaque coin de la ville. Les marchés, malgré le commerce animé, portaient encore les ombres des horreurs récentes. Pourtant, Mehmed trouvait la force dans la renaissance culturelle. Il commanda la construction de grandes mosquées, de centres d'apprentissage et de bibliothèques, cherchant à fonder une nouvelle Constantinople qui serait non seulement la capitale politique, mais aussi intellectuelle et spirituelle de l'Empire. Cette vision ambitieuse divisait sa cour. Certains voyaient dans ces changements une opportunité de progrès, d'autres craignaient que le passé ne disparaisse à jamais. Mais le sultan restait ferme, conscient qu'une transformation complète était la seule façon d'assurer son héritage. Pendant ce temps, des rumeurs d'invasion venues de l'Ouest et de révolte à l'intérieur de l'Empire parvenaient à Mehmed. Il commençait à planifier des campagnes préventives, anticipant que la paix conquise était fragile et temporaire. Dans ces moments les plus solitaires, le sultan contemplait l'immensité de l'Empire qu'il façonnait. Il pensait aux sacrifices faits, aux batailles gagnées, à l'immense responsabilité qu'il portait. Il savait que l'avenir serait écrit avec du sang, de la stratégie et par-dessus tout de la vision. Et ainsi, alors que la nuit couvrait Constantinople, les ombres des nouvelles menaces s'allongeaient, annonçant des défis qui pourraient définir le destin de l'Empire pour des générations. Au cœur de l'ancienne Constantinople, sous le manteau de la nuit, de petits groupes de rebelles s'organisaient encore. Ils étaient les derniers vestiges de la vieille garde byzantine. Soldats, clercs et civils déterminés à ne pas accepter la défaite sans combattre. Chaque rencontre était marquée par la discrétion, la méfiance et un espoir ténu. Parmi eux, émergeait une figure devenue symbole de la résistance, Alexios, un ancien capitaine de la garde impériale. Sa présence inspirait du courage, mais portait aussi le poids des défaites passées et de l'inéluctabilité du temps contre eux. Alexios avait échappé de justesse à la chute de la ville, se réfugiant dans des territoires alliés. Maintenant, à l'ombre des empires voisins, il organisait un réseau d'espionnage et de sabotage. Ses messages codés traversaient mers et montagnes, cherchant à réveiller l'esprit des anciens sujets byzantins et à provoquer des révoltes où il le pouvait. Lors d'une de ces réunions secrètes, dans la pénombre d'une taverne cachée, Alexios traçait des plans avec ses commandants. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter Mehmed en champ ouvert. La force ottomane était écrasante.
Mais il croyait pouvoir miner son autorité de l'intérieur, affaiblissant les bases du nouvel empire. La nouvelle de ces actes parvint aux oreilles du sultan. Mehmed, impressionné par la persévérance des rebelles, n'en sous-estimait pas la menace. Il ordonna la création d'une force spéciale pour traquer les insurgés, utilisant espionnage, infiltration et un réseau d'informateurs s'étendant à la ville et au-delà. Le jeu du chat et de la souris commença. Dans les ruelles étroites et les recoins cachés, agents du sultan et conspirateurs échangeaient des informations, préparaient des embuscades et cherchaient des alliés. La tension montait chaque jour et le destin de Constantinople semblait suspendu à un fil invisible. En même temps, les puissances européennes observaient avec intérêt et inquiétude. Venise, Rome et d'autres royaumes voyaient dans l'instabilité ottomane une opportunité d'étendre leur propre domaine et de freiner l'avancée musulmane. Des alliances diplomatiques et des trahisons faisaient partie de ce jeu complexe où personne ne faisait totalement confiance à personne. À la cour de Mehmed, des débats animés avaient lieu sur la meilleure voie à suivre. Le sultan devait équilibrer répression et diplomatie, force et politique. La moindre erreur pouvait déclencher une révolte plus grande ou une guerre extérieure. Pendant ce temps, parmi le peuple de Constantinople, les récits du passé glorieux et des horreurs récentes circulaient en murmures, alimentant la mémoire collective et la volonté de résister, même si l'avenir restait incertain. Au milieu de ce tourbillon, Mehmed se trouvait divisé entre son désir de consolider l'empire et la nécessité de maintenir l'ordre. Il savait que la victoire au combat ne garantissait pas une paix durable, celle-ci serait conquise dans l'esprit et le cœur des gens. Et ainsi, la chute de Constantinople, qui semblait un chapitre final, se transformait en un nouveau départ, une scène pour la lutte incessante pour le pouvoir, l'identité et la survie, où chaque décision portait le poids du destin. Les jours suivant la chute définitive de Constantinople furent marqués par une calme inquiétante, comme le silence avant la tempête. Mehmed II, le conquérant, consolidait sa position, mais savait que l'esprit de l'ancien empire respirait encore dans les ombres. La ville, désormais sous son contrôle, était un mosaïque de cultures, de croyances et de souvenirs, où chaque pierre racontait des histoires de gloire passée et de pertes douloureuses. Pendant que les Ottomans restructuraient l'administration et imposaient leur autorité, la population locale vivait entre peur et espoir. Beaucoup acceptaient le nouvel ordre pour survivre, d'autres résistaient silencieusement, préservant des traditions et croyances que le sultan tentait de soumettre. Les églises, mosquées et marchés résonnaient de voix de mondes différents, un reflet du passé et du futur entrelacés. Pourtant, loin des lumières de la ville, dans les villages et forteresses qui résistaient encore, la flamme de la révolte prenait de l'ampleur. Alexios, l'ancien capitaine, rassembla ses plus fidèles partisans et posa les bases d'un soulèvement visant à restaurer l'honneur byzantin. Il savait que la force brute ne suffirait pas, qu'il fallait de l'astuce, des alliances et un plan exploitant les faiblesses de l'ennemi. Parmi les alliés des rebelles figuraient des mercenaires étrangers, des exilés, et même des membres mécontents de la cour ottomane. Chacun avait ses raisons, mais tous partageaient le désir de voir Constantinople libre à nouveau, ou du moins de faire ressentir à Mehmed le poids de la résistance. Lors d'une réunion stratégique au cœur d'une forêt voisine, Alexios discutait avec ses commandants la prochaine étape. Il fallait attaquer des points clés, routes d'approvisionnement, postes avancés, messagers ottomans, pour ralentir la machine de guerre du sultan et semer le chaos. En même temps, la propagande était essentielle, diffuser des nouvelles de victoire, réelles ou fabriquées, pour renforcer le moral des rebelles et inspirer le peuple. Pourtant, le temps était un ennemi impitoyable. Mehmed, informé des mouvements rebelles, renforçait ses troupes et espionnait sans relâche. Son intelligence militaire se révélait aussi féroce que son armée, et chaque action rebelle rencontrait une réponse rapide et calculée. Pendant ce temps, dans la capitale ottomane, le sultan gardait son cercle proche sous surveillance constante. La méfiance régnait et la paranoïa commençait à ronger les relations internes. Trahison et jeu de pouvoir étaient aussi dangereux que les batailles extérieures.
Au milieu de ce contexte, une jeune femme, Hélène, émergeait comme une figure inattendue. Fille d'un noble byzantin tué lors de la défense de la ville, elle avait survécu au massacre et se consacrait désormais à la cause de la résistance, utilisant son intelligence et son courage pour s'infiltrer dans les cercles ottomans. Sa présence donnait de l'espoir aux rebelles, mais aussi du danger, car le prix d'une capture serait la mort. Alors que la tension montait, le destin de Constantinople pendait à la balance. La ville, symbole d'un empire millénaire, se transformait en champ de bataille où non seulement des armes, mais aussi des stratégies et des volontés s'affrontaient. Chaque décision, chaque mouvement façonnerait l'avenir d'une région et le cours de l'histoire. Et ainsi, la graine de la révolte était plantée, une promesse que même face à la défaite, le combat pour le pouvoir et l'identité ne s'arrêterait jamais. Les nuits de Constantinople étaient désormais plus longues et plus sombres, non seulement par l'absence de soleil, mais par l'ombre croissante de l'oppression et de la peur. Dans les ruelles étroites de l'ancienne ville, le murmure des conspirations résonnait contre les murs anciens. Les chandelles tremblaient aux fenêtres de maisons humbles où des hommes et des femmes discutaient de l'incertain avenir de leur patrie. Hélène, la jeune femme devenue une clé de la résistance, se déplaçait silencieuse comme une ombre, portant des messages secrets et des informations vitales. Chaque pas était calculé pour ne pas attirer l'attention des gardes ottomans, qui patrouillaient les rues à la recherche du moindre signe de dissidence. Elle savait que sa mission était dangereuse, mais aussi que la liberté exigeait des sacrifices. Pendant ce temps, Mehmed II continuait de renforcer ses défenses et de consolider son gouvernement, conscient que la victoire militaire n'était que le début. Pour maintenir le contrôle, il fallait intégrer les divers peuples conquis tout en effaçant les souvenirs de l'Empire byzantin. La transformation de Sainte-Sophie en mosquée symbolisait ce nouveau chapitre, un changement qui choquait beaucoup, mais représentait aussi la victoire du sultan. Pourtant, même au palais, tous n'adoraient pas Mehmed sans réserve. Certains conseillers remettaient en question le coût de la conquête, craignant que la résistance ne continue d'éroder la stabilité de l'Empire. D'autres voyaient dans l'expansion territoriale une opportunité unique de gloire et de pouvoir. Le sultan, ferme et déterminé, savait qu'il devait gérer ses divisions internes tout en affrontant la menace extérieure. Aux alentours de la ville, Alexios et ses rebelles gagnaient en force. Leurs actions coordonnées perturbaient désormais les routes d'approvisionnement ottomanes, causant retards et confusions. De petites batailles et embuscades mettaient à l'épreuve la patience de l'armée conquérante. Chaque victoire, aussi petite fût-elle, ravivait l'espoir des opprimés. Parmi les alliés, des mercenaires italiens et des soldats chrétiens voyaient dans la révolte une chance d'affaiblir les Ottomans et peut-être de reprendre la ville. Mais les alliances étaient fragiles, basées sur des intérêts passagers et une méfiance mutuelle. Alexios savait que pour survivre, il devait équilibrer ses forces et maintenir la cohésion du mouvement. En pleine crise, Hélène eut une rencontre décisive avec un haut officier ottoman qui sympathisait secrètement avec la cause byzantine. Il offrit des informations précieuses, mais avertit aussi de la surveillance croissante et des plans du sultan pour écraser toute rébellion avec une main de fer. Le risque grandissait chaque jour, et la frontière entre trahison et loyauté devenait de plus en plus floue. Alors que la résistance s'organisait pour une grande attaque contre une forteresse stratégique aux mains ottomanes, Mehmed préparait sa riposte. Expert en art de la guerre, il planifiait une opération pour anéantir les bases rebelles, utilisant sa cavalerie lourde et ses troupes d'élite. La bataille à venir ne serait pas seulement un affrontement d'armes, mais un test de volonté et d'intelligence. Le destin de Constantinople, plus que jamais, dépendait de ces moments décisifs. Le sultan et les rebelles jouaient un jeu dangereux, où la victoire signifierait bien plus que la possession d'une ville. Elle signifierait le contrôle du futur d'une civilisation entière. Et ainsi, sous l'ombre de l'Empire tombé et de l'Empire naissant, la guerre silencieuse pour le cœur de Constantinople avançait, chaque geste porteur d'espoir, de peur et de la promesse d'un avenir incertain. Les premiers rayons du soleil teintaient l'horizon de nuances dorées et pourpres,
annonçant le début d'un jour qui resterait gravé dans l'histoire. Constantinople, déjà meurtri par la guerre, se préparait maintenant pour le chapitre final de son combat, désespéré pour la survie. Les rues qui résonnaient autrefois de la vie de la métropole portaient désormais le silence tendu de l'anticipation, tandis que citoyens, soldats et dirigeants attendaient l'issue. Mehmed II, monté sur son cheval, parcourait les remparts de la ville conquise, son regard ferme et impassible, reflétant la détermination qui l'avait mené jusque-là. Il savait que son rêve était sur le point de se réaliser, mais comprenait aussi que la victoire définitive exigerait plus que de la force, de l'astuce, du courage et une direction inébranlable. De l'autre côté, Alexios et les derniers vestiges de la résistance cherchèrent des forces pour le combat final. Leurs troupes étaient épuisées, mais la flamme de l'espoir brûlait encore dans leur cœur. Chaque homme et femme combattait non seulement pour la ville, mais pour tout ce qu'elle représentait, l'histoire, la culture et la foi d'un empire millénaire. Alors que le soleil montait, les premiers affrontements commencèrent. Des flèches traversaient l'air, des cris d'ordre résonnaient et le sol tremblait sous le poids des troupes avançant vers l'affrontement décisif. C'était le moment où les vies de milliers s'entrelaceraient dans un destin commun, scellé par l'acier et le sang. À Sainte-Sophie, transformée en mosquée, le silence de la prière contrastait avec le chaos des batailles extérieures. À l'intérieur, des chefs religieux menaient des cérémonies pour bénir les soldats ottomans, demandant protection et force pour la journée qui se déroulait dehors. La foi, sous toutes ses formes, était un pilier soutenant les deux camps du conflit. La bataille qui suivit fut brutale et impitoyable. Chaque mètre de terrain conquis était payé par un sacrifice, et chaque visage marqué par le combat portait l'histoire d'une civilisation refusant de disparaître. Le son de l'acier contre l'acier, le grondement des canons et les cris des combattants formaient une symphonie tragique, résonnant à travers la ville. Alors que la journée avançait, Mehmed démontrait son habileté stratégique, déplaçant ses troupes avec précision et anticipant les mouvements de l'ennemi. Mais Alexios, même en infériorité numérique et matérielle, commandait avec passion et courage, utilisant sa connaissance des rues et ruelles pour surprendre les Ottomans. Au crépuscule de ce jour sanglant, la décision finale approchait. L'avenir de Constantinople tenait en équilibre, soutenu par la volonté des hommes qui y combattaient. La guerre, ayant déjà coûté tant de vies, était sur le point de sceller le destin non seulement d'une ville, mais d'un monde en transformation. Le ciel s'assombrissait lentement, tandis que les ombres de la nuit commençaient à envelopper Constantinople. La fatigue devenait palpable, mais le combat n'était pas terminé. Mehmed II savait que la clé de la victoire était la dernière offensive, et il appela ses troupes pour une attaque décisive. Sous sa direction, les forces ottomanes concentrèrent leur puissance sur les portes principales de la ville, utilisant béliers, explosifs et stratégies de siège perfectionnées forgées après des années de préparation. Les murailles, symbole de l'invincibilité byzantine pendant des siècles, commençaient désormais à céder face à la fureur de l'envahisseur. À l'intérieur des remparts, la résistance combattait avec un courage désespéré. Alexios menait ses hommes au corps à corps dans les ruelles étroites et sous la pluie de pierres et de flèches ennemies. Chaque pas était une conquête amère, chaque perte un cri silencieux résonnant dans les cœurs des défenseurs. Alors que les murailles commençaient à être brisées, la population civile fut entraînée dans le chaos. Des familles se réfugiaient dans les églises, tandis que d'autres rejoignaient le combat, poussés par la défense de leur foyer et de leur identité. C'était le dernier acte d'une tragédie se déroulant sous les yeux du monde. Mehmed entra dans la ville avec ses soldats, imposant son autorité et marquant clairement la fin d'une ère. Il ne conquérait pas seulement une ville, mais reprenait le commandement d'un héritage millénaire qui influencerait le destin de l'Europe et de l'Orient pendant des siècles. Sainte-Sophie, symbole de la foi et du pouvoir byzantin, fut transformée en mosquée, marquant symboliquement la nouvelle ère. L'écho des prières ottomanes remplaça les chants des chœurs chrétiens, un changement profond qui résonnerait dans l'histoire. Pendant ce temps, la résistance byzantine continuait de se dissiper, ses dernières flammes d'espoir s'éteignant lentement.
Alexios, blessé et épuisé, assista à ce qu'il restait de son empire être englouti par l'avancée inexorable des Ottomans. Il savait que, malgré la défaite, l'esprit de Constantinople vivrait dans les mémoires et les récits à venir. La chute de Constantinople marqua la fin d'une ère médiévale et le début d'une nouvelle phase de l'histoire mondiale. La victoire de Mehmed II ne modifia pas seulement les frontières politiques, mais ouvrit aussi la voie à la Renaissance et aux grandes découvertes, influençant profondément la configuration du monde moderne. Dans le silence qui suivit la tempête, alors que la ville se reconstruisait sous une nouvelle administration, l'héritage des Byzantins et des Ottomans s'entrelaça. Le combat, le sacrifice et la transformation de cette époque seraient à jamais rappelés comme l'un des chapitres les plus dramatiques de l'histoire de l'humanité. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, aimez et laissez un commentaire. C'est la chaîne des empereurs. À la prochaine.